à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et on continue avec les débriefs fin de saison de cette année 2019, dans ces fêtes de fin d'année, ces fêtes de fin d'année qui arrivent très vite parce qu'au final je vais lancer toutes les vidéos de Moto Grand Prix et ensuite la Formule 1. Normalement je devais faire 1 sur 2 et puis au final... Bon, je l'ai pas fait, ce qui arrive souvent, hein. Des fois je dis des trucs et puis je les fais pas, ça arrive souvent sur cette chaîne. Par exemple, j'ai toujours pas fini Colin McRae 2005, et les médialistes, normalement ça devait être une par semaine et puis ça va être de manière aléatoire, parce que j'ai du mal à me fixer un calendrier. Surtout le calendrier sport, souvent me déplace beaucoup de choses par rapport à un calendrier que j'avais envisagé. Mais donc on poursuit avec Renault. Renault, saison compliquée pour l'équipe française, 5e du championnat du monde avec 91 points. C'est une place de perdu au championnat et surtout 31 points, ce qui fait quand même quasiment un quart des points perdus cette année par rapport à l'année dernière, ce qui fait beaucoup. Donc, simplement 8 sur 20 pour moi. J'hésitais entre 7 et 8 sur 20. Je me suis dit quand même 8 parce qu'il y a eu quelques bons Grands Prix de la part de Renault. Moi, je pense que la saison 2018 est en fait l'arbre qui cachait un petit peu la forêt. C'est-à-dire que la saison 2018, ayant été pas mauvaise, pendant toute la saison, ils étaient plutôt performants. Il faut quand même relativiser parce qu'ils étaient quand même plutôt loin, par exemple, de Red Bull, loin de Ferrari, de Mercedes. C'est un peu comme McLaren. Eh bien, on a oublié un petit peu d'améliorer les infrastructures de l'usine qui sont pourtant en retrait parce que pendant toute la période Lotus, géré par Gérard Lopez, qui est désormais directeur du LOSC, eh bien, il y avait eu peu de moyens mis dans les infrastructures. On avait peu fait d'investissement sur les infrastructures. Donc, tout ce qui est soufflerie, tout ce qui est banc d'essai a quand même un peu de retard. Enfin, c'est surtout la portion Enstone qui a du retard par rapport à la portion de Viry-Châtillon. Et il faut donc remettre des investissements dans la portion de Enstone qui, comme le dit souvent Jacques Villeneuve, est un petit peu une vieille usine, une vieille équipe. Et pour ne pas rater le train, ce qu'a fait par exemple Williams, eh bien, il faut faire des investissements importants et surtout les faire cette année et en 2020, parce que en 2021, ça va être compliqué. Alors je me dis que peut-être on a fait plus d'investissements dans les infrastructures que dans la voiture, et que c'était un petit peu une année de transition. Mais cette année, il faut très bien clairement le dire, c'était impossible pour eux d'aller chercher la 4e place. McLaren était trop loin devant en termes de performance, surtout au niveau global. C'est-à-dire sur toute la saison, quand vous regardez toute la saison, quelquefois, de manière ponctuelle, Renault a réussi à être la 4e force du plateau et de manière assez brillante. Mais sur la majorité de la saison, McLaren était largement au-dessus. Il y a certains Grands Prix qui ont été très 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 difficiles pour Renault. Ils ont aussi perdu beaucoup de points sur des problèmes de fiabilité. Par exemple, le double abandon à Bahreïn, alors que là, ils étaient rapides. Et sur d'autres Grands Prix, la voiture était, je pense, trop spécifique pour certains circuits. C'est-à-dire que c'était une voiture qui marchait très bien sur les circuits de vitesse. Sur les circuits, il fallait peu d'appui, mais en comparaison, le moteur Renault rend pas mal de chevaux au Mercedes ou au Ferrari. Ils avaient pourtant un peu plus de mal sur les circuits techniques, alors que le moteur Renault est quand même plutôt connu pour avoir une plage d'utilisation assez importante et surtout être facile à conduire, avoir une drivability, comme disent les Américains et les Anglais, qui soit plutôt bonne, donc c'est-à-dire une possibilité simple d'utilisation. Voilà, je traduirai comme ça en français. Donc c'était un moteur qui est un peu le contraire de son châssis, et donc il n'y avait pas vraiment une osmose totale. Des pilotes qui font des fautes trop récurrentes. Hülkenberg qui a raté quand même le podium à Hockenheim et qui aurait pu lui faire du bien pour la suite de sa carrière. Mais même Ricciardo, j'ai trouvé Ricciardo par exemple, je crois du côté du Brésil, ils ont fait des erreurs vraiment trop récurrentes, ce qui coûte pas mal de points à l'équipe qui pourtant en aurait eu besoin pour essayer déjà d'échapper à la concurrence de Toro Rosso et Racing Point, surtout de Toro Rosso, et puis surtout pour essayer de challenger un peu plus McLaren. Année de régression parce que leur client est devant eux. McLaren, qui pourtant l'année dernière était assez loin, est passé devant. Quand votre client vous devance, ça veut dire que vous avez quand même merdé au niveau du châssis, parce que ça veut dire que le moteur est pas si mauvais que ça. Parce que peut-être que le travail cet hiver n'a pas été assez bon, peut-être qu'il n'y a pas eu assez de travail cet hiver parce qu'on ne s'est pas remis en question, parce que la saison précédente avait été bonne.
Mais c'est quand même une mauvaise année. Les pilotes n'ont pas été top, la voiture n'a pas été top, et au final, ça fait une saison très moyenne, voire à la limite du médiocre pour Renault. Duel en qualification. Du côté des deux pilotes, Ricciardo mène devant Hülkenberg 13-8. Alors, il y a deux résultats qu'il faut relativiser. À Singapour, Ricciardo est exclu. Tu as l'écart moyen de 77 millièmes pour Ricciardo. Donc, c'est-à-dire que c'est pas le pur écart de la saison et que Hülkenberg a plutôt plutôt été proche de Ricciardo, parce que au final c'est un écart qui est inférieur, je crois, à l'écart de Ferrari entre les deux pilotes Ferrari, donc c'est vraiment intéressant. Et puis le duel en course, Ricciardo qui mène 11-10 simplement, ça montre que Hülkenberg a plutôt bien challengé son adversaire. On commence donc avec techniquement le leader de l'équipe, Daniel Ricciardo, 9e du championnat du monde avec 54 points. Alors pour lui, c'est une grosse chute par rapport à ses saisons chez Red Bull. Moins 3 places, moins 116 points. Un top 5 simplement cette année, 12 Q3, 5 abandons surtout, et 9 sur 20. 9 sur 20 pour Daniel. Moi, je m'attendais à mieux de Daniel Ricciardo. Quand je l'ai vu arriver chez Renault, je me suis dit, il va manger tout cru Hülkenberg. Ça va être vraiment le taulier, parce que je ne m'attendais pas à ce que Hülkenberg arrive à challenger vraiment Ricciardo. Je l'avais dit même à mon débrief de début de saison, quand j'avais fait ma présentation sur la saison F1 sur Renault, j'avais dit, je crois me rappeler que Hülkenberg devrait quand même montrer enfin si c'est un top pilote, et que moi j'avais des doutes là-dessus et que je pensais que Ricciardo c'était vraiment un bon choix de la part de Renault. Et ben en cette fin de saison, je suis un peu plus pessimiste sur le fait que Ricciardo était un bon choix, parce que pas bon en général. Il a eu quelques coups d'éclat sur la saison, par exemple sa qualif à Monaco, sa qualif à Montréal, quelques grands prix par-ci par-là qui ont été bons, mais il y a quand même eu beaucoup de courses où ils n'étaient pas en capacité d'aller chercher les points. Donc voilà, moi je m'attendais à mieux, parce que le début de saison de Ricciardo est vraiment pas top, je trouve. Sur les 3-4 premiers Grands Prix, il est quand même largement en retrait, il a du mal vraiment à s'adapter à cette voiture. Et puis ensuite, ça va un peu mieux, mais il n'a pas non plus explosé Hülkenberg comme on a vu au niveau des statistiques. Il a dû faire également avec une Renault qui était beaucoup moins facile à conduire et un peu moins atypique, je pense, que la Red Bull, vu qu'on voit comment c'est compliqué pour Gasly et Albon. Donc la Red Bull devait être très spécifique depuis plusieurs années. Et donc il a dû faire avec un matériel pas forcément au top, et il a eu du mal. Il a eu du mal avec cette bagarre de la terre du milieu, j'ai envie de dire, entre les pilotes des équipes un petit peu de classement moyen. Il a eu beaucoup de mal là-dessus. Trop d'abandon, parce que trop d'agressivité également cette saison. Par exemple, à Montréal, il était vraiment très agressif pour protéger sa position. Il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de contacts, et ça coûte des points qui auraient été importants pour aller chercher au championnat. Donc, je trouve que Daniel Ricciardo a été moyen, et je m'attends à beaucoup mieux de lui l'année prochaine. Il devra faire mieux, parce que pour le moment, j'ai l'impression quand même que c'est pas top pour le pilote Renault, et que moi il m'a pas montré vraiment que c'était un top pilote, et que c'était surtout un pilote fiable de top team. Et c'est ce qu'on attendait de lui cette année. On s'attendait à ce que ça soit le taulier, et au final, face à Hülkenberg, il n'a pas vraiment montré ça. On continue avec Nico Hülkenberg, 14e du championnat du monde avec 37 points, en retrait par rapport à sa précédente saison chez Renault. Moins 7 places, moins 32 points, quand je vous dis que la bagarre de la terre du milieu est toujours importante. Un top 5 également simplement, 3 abandons, 9 points en Q3 et 10 sur 20. Pourquoi un point de plus pour Nico Hülkenberg par rapport à Daniel Ricciardo ? Déjà, j'avais pas les mêmes attentes, donc je suis pas déçu de la même manière. Moi, j'avais des attentes importantes pour Ricciardo. Pour moi, il devait manger Hülkenberg. Il n'a pas mangé Hülkenberg. Donc pour moi, déjà, à partir de ce moment-là, Ricciardo a déçu. Et de l'autre côté, Hülkenberg m'a quand même, alors je dirais pas surpris, mais m'a encore étonné. Et c'est vrai qu'il a souvent eu des équipiers forts, Hülkenberg. Il a eu Perez, il a eu Barrichello. Face à Barrichello, il a eu du mal. Sa première saison chez
chez Williams, mais il a souvent eu des très bons équipiers et s'en est souvent très bien sorti en Formule 1. Face à Kobayashi, il avait plutôt été très bon. Et là, pour moi, il manque un gros résultat. Donc c'est pour ça que je mets que 10 aussi, parce que même s'il a été vraiment bon par rapport à Ricciardo, Ricciardo a quand même été souvent meilleur que lui en course, et surtout c'est lui qui apporte vraiment les top résultats de l'équipe, donc c'est pour ça qu'on le retient, Ricciardo, et que Hülkenberg, on l'a un peu sorti vite, même si je trouve qu'ils auraient pu continuer avec Hülkenberg une année de plus, mais après c'est vrai que le problème c'est qu'aujourd'hui en F1 vous avez des très très bons pilotes qui sont sur le carreau, et c'est vrai qu'Ocon c'est un top pilote, donc même Hülkenberg qui est pas un mauvais pilote, mais qui je trouve n'a pas montré grand chose en Formule 1, se fait virer. C'est dommage pour lui, il fallait qu'il montre beaucoup mieux, le podium à Hockenheim était quand même jouable, et il n'a pas réussi, et voilà, il abandonne, et ça joue pas en sa faveur à un moment où son renouvellement était déjà sous question. Pour moi, c'est pas forcément le top pilote pour un constructeur, et c'est pour ça que c'est un bon pilote de seconde zone, mais aujourd'hui, c'est pas un pilote de top équipe de F1, et c'est un peu son souci, et surtout, il a un âge, où, comme je le dis, pour Romain Grosjean aussi, qui a 33 ans, mais Hülkenberg, je crois qu'il a 30 ou 31. On est sur des âges où quand vous arrivez plus à performer, et quand vous êtes viré d'une équipe de deuxième division, on va dire, enfin deuxième division de milieu de tableau, c'est compliqué de retrouver un volant. Regardez Sutil, il était dans ce cas-là. Il a fait toute sa carrière dans des équipes de milieu de tableau, il n'a pas retrouvé de volant. Parce qu'on a du mal à voir votre talent. Et Verne, c'était un peu pareil, chez Toro Rosso, pourtant il était bon, mais il n'a pas réussi à montrer son potentiel. Je pense que s'il ne retrouve pas un poste en Formule 1, il pourrait être quand même déçu de sa carrière, parce que quelqu'un qui a été champion de GP2, champion de F3, champion de GP2 dès sa première année en tant que débutant, une année où il y avait du monde, en plus. Il y avait des pilotes d'expérience, parce qu'il y avait Timo Glock, je crois, en 2008 encore. Il y avait Pantano. Enfin, il y avait des pilotes qui avaient beaucoup d'expérience. C'est dommage. C'est dommage. À partir de Sochi, je trouve que sa fin de saison, il est vraiment mangé par Ricciardo, là, dans ce cas-là. Peut-être aussi avec le coût de son contrat, le fait d'essayer de chercher chez Alpha, dans d'autres équipes, et le fait de voir que c'était plombé, ça n'a pas joué en sa faveur très clairement. Dommage pour Nico Hülkenberg. Aujourd'hui, si on regarde sa carrière, ne marque pas la Formule 1, alors que c'est un pilote qui, je trouve, avait tout pour être un top pilote, faire une pole position dès sa première année à Interlagos sous la pluie, c'était bien, mais à chaque fois, souvent, ça a été des pétards mouillés. Ces bons Grands Prix ont souvent été des pétards mouillés. Après, derrière, il n'a pas réussi à enchaîner, et je trouve ça dommage, parce que ça a nuit fortement à sa carrière, et ça a nuit à sa réputation, il est devenu un pilote un petit peu de moyen, quoi, en fait, alors que ça aurait pu être un top pilote. Les enjeux 2020, pour moi, du côté de Nico Hülkenberg, non, mais du côté de Renault, améliorer le châssis. Parce qu'en performance moteur, on a vu du côté de chez McLaren, c'est pas si mauvais. Alors, il faut travailler le moteur forcément, mais c'est pas là où ils sont le plus en difficulté, c'est surtout au niveau du châssis. Parce qu'on voit que leur châssis était moins bon, vu qu'ils ont été battus par McLaren. Être plus régulier également sur une saison du côté de chez Renault, parce que là, on a eu vraiment des très très bons Grands Prix, et puis des Grands Prix très moyens. Même des fois sur un week-end complet, sur un week-end, être constant, ça serait pas mal. Parce que des fois, le vendredi c'est mauvais, le samedi c'est top, le dimanche c'est mauvais. Ou des fois, vendredi, samedi c'était très mauvais, et puis le dimanche, ils arrivaient à relever la tête vraiment de manière assez incroyable. Donc c'est même sur un week-end de course, ils n'arrivent pas à être constants. Et puis là, je pense qu'il n'y aura plus d'excuses possibles, parce qu'ils ont enfin un duo de pilotes avec deux pilotes au top, ce qui n'était pas toujours le cas, parce que depuis le retour de Renault en 2015, les premières années, ils avaient eu Magnussen, et puis le pilote anglais, c'était, je sais plus son nom, mais qui était très mauvais. Le pilote anglais qui était chez Renault avec Magnussen comme équipier, qui avait été fracassé. Je sais même plus ce qu'il fait aujourd'hui, ce pilote-là, parce qu'il est, je crois même pas en LMP2.
Et puis ensuite, bah voilà, il y avait Hülkenberg et Sainz, mais c'était pas encore du gros calibre, surtout que Sainz était encore un peu jeune. Bah là, on a enfin le gros calibre, c'est-à-dire Ricciardo, Ocon. Et en plus, un Esteban Ocon qui a très très faim. Et je pense que Hülkenberg a peut-être donné des intentions à Ricciardo. C'est que Hülkenberg, quand il était revenu en F1 après une année sabbatique, il avait très très faim. Et bah Ocon également. Donc je pense que ça va faire un duo de choc et que ça va être compliqué pour Ricciardo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui est un peu plus longue que les autres, quoique. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si vous trouvez que j'ai été trop méchant et que vous êtes le frère de Nico Hülkenberg, si vous trouvez que j'ai été trop méchant également avec Daniel Ricciardo et que vous êtes le frère ou la sœur de Monsieur Sourire, ou si vous êtes content parce que j'ai mis des notes méchantes aux deux et que vous vous appelez Esteban Ocon, eh bien nous, on se retrouve de toute manière pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. On parlera encore de F1 parce qu'il nous reste Toro Rosso et Williams à traiter. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.